Le 6 janvier 2018, le joueur de la Juventus Blaise Matuidi est l'objet de chants racistes de la part de supporters de Cagliari. Le 15 janvier 2018, le club russe du Spartak Moscou publie un tweet raciste lors d'un entraînement en comparant 3 de ses joueurs noirs à des chocolats. Le 13 janvier 2018, lors du match entre Rijon et Tarragone, le groupe de supporters, les Ultra Boys, chantent qu'ils ne veulent pas de joueurs noirs. Le 27 mars 2018, de nombreux supporters russes dirigent des cris de singe contre des joueurs noirs de l'équipe de France, notamment Ousmane Dembélé et Paul Pogba. Il y a quelques années, on a noté une augmentation. On a vu apparaître des banderoles, des chants, toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas il y a 5 ans. Dans chaque pays, nous avons une montée des idées d'extrême droite. On l'a vu lors des élections ou lors de manifestations dans la rue. Et ça s'est traduit aussi dans les stades. On connaît une nouvelle vague d'immigration illustrée par la récente crise des réfugiés. Et dans des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, il y a eu des réactions contre ça, y compris là encore dans les stades. Il n'y a aucun doute sur le fait que, compte tenu du contexte actuel à l'intérieur des sociétés européennes, le racisme est toujours vivace. Je pense que c'est un problème qu'on mettra du temps à résoudre. Ce sera un long chemin. Alves que se come el plátano que le han lanzado. No había visto nunca en mi vida algo así. Ogni volta che vengo a giocare qua mi fa sempre più schifo, veramente, perché sono inaccettabile questo pubblico. Ce sont des cris racistes qui sont descendus des travées. Samuel Eto'o ne veut plus jouer. Ben, il est attendu à Marseille, hein. C'est pas ce qu'on lui réserve. Ben. Nous, c'est pas de la violence, hein, c'est des bananes. Voilà. Il paraît qu'il va y avoir plein de bananes. Voilà. Dans la cage, hein. Sale négro, c'est quoi ça? Sale négro, sale singe, c'est ça? Ils ont rien à faire dans les stades, ces gens-là. Polémique au relent raciste après la victoire des Bleus. Certains disent à l'étranger que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde. Mais où sont les Blancs dans cette victoire des Bleus, s'interroge le quotidien Il Journal, qui n'a pas hésité à titrer en une « C'est l'Afrique qui a gagné ». L'animateur du très célèbre Daily Show sur la chaîne Comédie Centrale aux États-Unis, Trevor Noah, a fait cette blague. Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. Sur les réseaux sociaux, on se déchaîne tout autant en comparant des joueurs français à des singes avec un ballon ou à des champions du tiers-monde. Ça te fait quoi quand t'entends ça? Ça fait quand même mal un peu, ça fait mal. Ça touche quand même, non? Ouais, ça touche. Ça touche parce que j'ai quand même moi une carapace, j'arrive à faire abstraction de certaines choses, mais au fond, ça touche quand même. En équipe de France, tu l'as vécu, le racisme?
En équipe de France, c'est vrai qu'il y a un match où j'ai entendu, c'est vraiment là, cette fois, c'était vraiment fort. T'as entendu quoi? Non, des cris de singe. Des cris de singe, quand un coéquipier, on va dire black, avait le ballon, j'ai entendu. C'était Russie-France. Exactement, exactement. Je me suis dit non, ça existe encore. Non, en 2018, ça existe encore. C'est vrai que ça m'a choqué. Je pensais que avec les années, ça allait évoluer, ça allait s'arrêter. Et ben non. La première fois que tu as entendu ça, t'avais quel âge? Quand j'avais peut-être 19 ans. Donc t'évoluais en France? Ouais, c'est ça, j'évoluais en France, ouais. À l'Olympique Lyonnais? C'est ça. Donc 19, tu jouais déjà avec les pros? C'est ça. Ouais. Ah, donc en fait, c'est pas simplement qu'à l'étranger, donc on l'a aussi en France. Bien sûr. En France, on l'a, je pense que on l'a de partout. Le racisme, ça semble être un sujet où les joueurs ont quelques difficultés à parler. Est-ce que toi, tu as hésité avant de me parler? En toute honnêteté, oui, j'ai hésité, parce que c'est un sujet à la fois important, sensible aussi. J'aime en parler, mais rentrer dans les détails, c'est pas quelque chose que j'apprécie, parce que d'une part, je suis pas quelqu'un qui va dire, ah ouais, je suis pas une victime. Je suis pas une victime. Moi, non, je suis pas une victime. Parce que je suis black, j'ai pas ça. Parce que je suis black, non. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, si tu veux réussir, même si t'es black, t'es jaune, tout ce que tu veux, c'est par rapport à ce que t'auras fait. Et même si tu dois faire plus, et tu le feras. Tout petit, déjà, ma mère, elle me disait ça. L'ignorance, faut faire avec, faut pas t'arrêter à ça. Elle savait que ça allait pas s'arrêter, que le racisme allait toujours être présent, même quand j'allais grandir. Et c'est le cas. En plus, j'étais quelqu'un d'assez impulsif. Et elle me disait, non, si un jour, il y a du racisme, non, faut rester calme, ignorer. Et tu fais ce que tu as à faire. Et c'est le plus important. Je suis noir, moi aussi. Comme ma mère. Mais sur un terrain de foot, ça ne m'a jamais valu une insulte. Ni en France, ni en Angleterre, ni en Italie. Je ne sais pas ce que ça fait de subir un cri de singe. Et qui sont ces gens qui ciblent un joueur pour la couleur de sa peau? Combien de temps auront-ils encore une place dans un stade? Peut-on se débarrasser d'un phénomène qui traverse les époques? C'est surtout ça, la question. Mario Balotelli, lui, l'a subi dès l'enfance. Mes parents sont arrivés en Italie quand ma mère était enceinte de moi. C'était des immigrés venus s'installer dans le sud de l'Italie, en Sicile, dans le port le plus proche de l'Afrique. Je suis resté à Brescia avec mes parents biologiques jusqu'à mes 3 ans et demi. À cause de toute une série de problèmes, j'ai été confié à une famille d'accueil, les Balotelli. C'est une famille très simple, très éduquée, très respectueuse. Ils avaient déjà eu la garde d'autres enfants adoptés avant moi. De couleur, toujours? Non, ils avaient toujours accueilli des enfants blancs. Le vrai problème, ça a été de m'adapter à cet environnement, aux personnes en dehors de la famille Balotelli, aux autres enfants. Parce que quand j'étais petit à Brescia, il n'y avait pas beaucoup d'enfants de couleur. Il y avait vraiment très peu de personnes noires. Encore moins des enfants qui soient intégrés à la société. On était vraiment très peu. Il y en avait peut-être 4 ou 5 dans toute la ville. C'est ça qui a été le plus difficile à vivre.
Ça se traduisait comment? C'était le regard, c'était les paroles? Je ne pourrais jamais dire qu'un enfant est raciste, parce que les enfants ne sont pas racistes. Mais ce qui a toujours dérangé, c'est ma différence. J'étais laissé de côté quand on jouait, ou même à l'école. J'avais aussi un caractère. Disons que j'étais un peu trop agité, et j'étais toujours montré du doigt, désigné comme le fautif. S'il se passait quelque chose, c'était de ma faute. C'est dans ces petites choses-là qu'on voyait que ma différence pesait. Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à recevoir mes premières insultes. C'est-à-dire? Il m'arrivait de me disputer avec quelqu'un sur le terrain du quartier et je commençais à entendre mes premiers « Ah, le nègre, t'es différent, retourne dans ton pays », ce genre de choses. Tu avais 13 ans et tu commençais déjà à entendre ça? Ouais, 13, 14 ans. Ouais, les premières insultes. Le pire épisode, c'était à 17 ans. Avant ça, j'avais reçu des sales remarques, mais vraiment le pire m'est arrivé à ce moment-là. Quand je suis passé professionnel à l'Inter et qu'on a joué contre la Juventus, tout le stade s'est mis à faire « Ouh, ouh, ouh ». Sincèrement, c'est le pire moment de ma vie. Il y a eu un moment pendant le match où j'ai eu envie de pleurer. Je me souviens de l'avoir dit à Zlatan sur le terrain et il m'a dit « Laisse tomber, joue, tu vas marquer. » C'est normal. Qu'est-ce que tu veux qu'il me dise? Il n'allait pas me dire de sortir du terrain, j'étais jeune. Et au final, c'était une bonne réponse, parce que ce but, je l'ai marqué. Quand dans une ville, vous êtes 4 ou 5 enfants de couleur, le racisme, tu le vis tout le temps, donc normalement, tu devrais être blindé. Et quand t'es petit, tu ne comprends pas la vraie raison du comportement méchant des enfants. Tu le sais pas. Tu veux pas comprendre. Comment tu fais pour dire à un enfant de 5 ans ce qu'est le racisme? Et si tu le fais, tu lui gâches son enfance, selon moi. Je me souviens qu'à l'école, un enfant m'avait demandé en rigolant si j'avais le cœur blanc ou noir. J'en savais rien et je l'avais demandé à mon papa et ma maman. Il m'avait expliqué que j'étais noir parce que mes parents naturels étaient africains et qu'il n'y avait rien d'étrange à être différent. Que eux étaient italiens, moi africain, et que tous les Africains sont noirs. Ça, ils me l'ont expliqué très tranquillement, mais sans parler de racisme. Mon père Franco venait à tous mes matchs. Les gens ne me connaissaient pas quand on allait jouer contre d'autres équipes. Certains parents de joueurs contre qui je jouais, avant de lancer des insultes, regardaient dans les tribunes pour voir s'il y avait des parents noirs dans la tribune. Les gens ne se doutaient pas que j'étais adopté. Ils pensaient que mes parents n'étaient pas là, du coup ils m'insultaient. « Qu'est-ce qu'il fait là, ce noir? Qui dégage ?» Et mon père et ma mère étaient à côté, ils disaient « Pardon, c'est notre fils. » J'avais 10-11 ans à l'époque. Et tes parents, ils te racontaient ça? Oui, ça ils me l'ont raconté, oui. Quand j'étais plus grand, parce qu'à l'époque, ils voulaient pas me le dire. Parce qu'ils voulaient pas que ça me perturbe pendant le match. Ils ont probablement bien fait d'ailleurs. Je crois que c'est quand j'ai subi mes premières insultes racistes en première division que ma mère m'a dit « Si tu savais combien de fois on s'est disputé dans les tribunes quand tu étais petit avec les parents qui ne savaient pas que nous étions tes parents. » Tellement de fois.
Qu'est-ce que tu as envie de répondre quand tu entends les supporters faire des cris de singe? J'ai jamais entendu des cris de singe à mon égard. Ou peut-être que j'ai pas fait attention, mais je l'ai pas ressenti. Non? Non. Mai. Forse non ho fatto caso. C'est bizarre. T'as joué à Rome, t'as forcément pris les remarques racistes, c'est sûr. Si, forcément. Ou alors c'est parce que t'étais plus concentré que moi sur le terrain, tu t'en étais pas rendu compte. Moi je suis un peu plus attentif à ce qui se passe autour de moi. Toi je me souviens, t'étais super concentré. T'as jamais eu envie de dire, mais moi, je suis pas un singe. Et moi j'ai rien contre les singes. C'est pas une insulte que quelqu'un me dise que je suis un singe. C'est la façon méprisante avec laquelle il le dit qui est une insulte. Comme pour dire, tu es un animal. Les singes sont certainement bien mieux que ces gens-là. C'est sûr à 100% qu'un singe est plus intelligent qu'eux. L'arbitro che ferma il gioco per i cori Beceri Koulibaly. Rome, Bergame, Milan et la Sicile. Sur la seule année 2018, les incidents racistes dans les stades italiens en première division ne se comptent plus seulement sur les doigts d'une main. Le cri du singe résonne puis s'évapore, comme si la haine n'était qu'un bruit, jamais un visage. Pour mesurer la profondeur du mal, je suis allé à Vérone, où soufflent dans le stade des pensées d'extrême droite. Ce n'est pas Mario Balotelli qui dira le contraire. Posso dire una cosa? Voglio dire che il pubblico di Verona ogni volta che vengo a giocare qua mi fa sempre più schifo, veramente, perché sono inaccettabili questo pubblico. J'ai rencontré chez lui un supporter de Vérone. J'en menais pas large. Je suis noir. J'aimerais savoir déjà si ça te dérange pas. Non. Quand tu vas au stade, tu fais des cris de singe? Ouais, par le passé, ça m'est arrivé. On va dire que c'est fait pour perturber le joueur. De la même manière que lui peut nous énerver en marquant un but et en venant exulter sous notre virage, en faisant certains gestes. En ce qui concerne les cris de singe qu'on entend au stade, c'est parce que le joueur est noir que ça nous encourage à le faire. Parce que tu vois vraiment ce colosse noir foncé. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Tu sais, la couleur, le singe est foncé, il grimpe aux arbres, il fait Alors on le répète, on l'associe à cette chose-là. Le racisme, c'est un terme un peu complexe. Quels supporters peuvent se définir comme racistes en Italie? Lesquels? C'est vrai, il y a peut-être un peu plus d'idéal dans la tribune de Vérone. Je pense que c'est l'une, peut-être même l'unique tribune comme ça. La seule qui existe avec cette idéologie. Mais je parle pas de tout le stade, hein. L'idéologie, justement, c'est quoi? L'idéologie du principal virage, c'est celle-là. Ça veut dire quoi? C'est l'amicale des nazis? C'est quoi? C'est des jeunes qui trimballent dans la rue une certaine manière de penser, qui font partie de certains groupes politiques comme Forza Nuova ou Casa Pound. Et ce credo d'extrême droite, ils le portent dans le stade. Après, t'as beaucoup de personnes qui s'agrègent à ce mouvement juste parce qu'ils savent même pas pourquoi ils le font. Juste pour suivre le mouvement. Moi, j'ai pas suivi comme un mouton. J'ai étudié. Je me suis renseigné sur l'histoire avant de me définir fasciste. Et j'en suis fier. Sei orgoglioso. Bien sûr, j'en suis fier. Si demain, Mbappé
ou Neymar signent à Hellas Vérone, tu vas les applaudir ou tu vas les huer? Je pourrais même être content. Je parle de moi personnellement. Mais il y a toujours une partie des supporters qui préfèrent voir arriver, je sais pas moi, Ibrahimovic ou un autre joueur blanc. Mais la France qui gagne la Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs de couleur, c'est possible en Italie? Moi, j'espère pas. L'Italie s'identifie comme un pays, disons, blanc. Donc c'est mieux si l'équipe nationale est constituée de joueurs blancs. La France a colonisé des pays de couleur, donc elle se retrouve avec des joueurs de couleur dans son équipe nationale. C'est d'ailleurs de là que vient la blague. Regarde, la France a gagné la Coupe du Monde. Mais est-ce que c'est la France qui a gagné ou est-ce que c'est le Nigeria? Si tu regardes l'équipe de France de Platini et celle de maintenant, tu vois la différence, non? Alors que quand tu regardes l'Italie d'il y a 20 ans et l'Italie d'aujourd'hui, à part le petit parcours de Balotelli... Justement, Balotelli, quand à l'Euro 2012, il envoie l'Italie en finale, t'es pas content? Ça m'a fait plaisir pour l'Italie, mais disons que personnellement, ça m'a pas enthousiasmé. Fondamentalement, c'est une personne de couleur en Italie. Et l'Italie est blanche. Tu comprends? Mais lui est né en Italie. Lui est nato in Italia. Oui, je sais qu'il est né en Italie, mais c'est pas un Italien de pure souche. Il peut être né en Italie, mais il n'est pas né de parents italiens. C'est un Italien d'adoption. Les gens n'acceptent pas la diversité. Et pour les gens, l'Italien est blanc. C'est de l'ignorance. Les Italiens sont les premiers à être partis de leur pays pour s'installer ailleurs. Et ils n'ont pas été traités comme ça. Le supporter de Vérone qui dit que l'Italien est blanc, il ignore qu'un de ses ancêtres est allé casser les couilles des Américains. C'est de l'ignorance. L'Italien est le premier à avoir émigré. Donc qu'est-ce qui les embête dans le fait que quelqu'un ait quitté l'Afrique ou le Japon? Toi, tu voudrais par exemple qu'en Italie, qu'il y ait plus de joueurs de couleur? Ce serait génial. Mais tant que des personnes pensent comme ça, ce sera difficile. Nous, on a parlé de l'équipe de France où il y avait énormément de joueurs de couleur, parce que c'est lié à l'histoire. Mais en Italie, dans quelques années, avec tous les migrants qui arrivent en Italie, peut-être que l'équipe nationale sera composée de joueurs de couleur, de maghrébins. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me dégoûte. C'est vraiment écœurant. Ça veut dire que les jeunes Italiens ont plus d'avenir dans le football. Des étrangers en Italie, ça ne date pourtant pas d'hier. À mon époque, le championnat italien était le meilleur d'Europe. Les plus grands joueurs débarquaient de partout, toute origine et couleur de peau confondues. Patrick Vieira et moi, on est arrivés à Milan la même année, en 2006. Il venait de passer une saison à Turin où jouaient David Trezeguet et d'autres Français à la peau noire. Jonathan Zebina et Lilian Thuram. On a été faire un match à Florence contre la Fiorentina. Ça m'a marqué parce que c'est la première fois où je voyais les gens dans les tribunes en train de faire du bruit, de singes. Et de crier Negro di merda. Et ça m'avait vraiment choqué parce que c'était vraiment la première fois où je voyais les gens le faire et c'était vraiment directement à moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'Italie, il y avait un gros problème.
Qu'est-ce qu'on ressent? J'ai même pas envie de dire la haine, parce que c'est vraiment pas la haine. De la déception, de la tristesse, et ça fait mal. Tu te dis pas à un moment que c'est pour peut-être te déstabiliser? Non, ça arrive peut-être un peu plus tard, avec un peu de recul. On se dit oui, c'est peut-être pour déstabiliser l'équipe, mais sur le coup, j'ai du mal à comprendre. Et sur le coup, j'avais du mal à me dire, mais je le regardais, je me dis, mais les mecs, ils ont craqué, ils sont complètement barjots. Mais c'est de la bêtise humaine, quoi. Quand tu vois qu'il y a quand même des campagnes antiracistes qui sont faites par l'UEFA et par la FIFA. Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Après, c'est peut-être on va faire quelque chose, mais vraiment sans rien faire, quoi. Je pense pas que ça sert à grand-chose. J'ai entraîné la deuxième équipe de Manchester City. On a été faire un stage, on a fait le match amical en Croatie. Il y a un de mes joueurs qui se fait insulter de sale noir, de sale singe, de retourne dans ton pays. Ça m'a choqué. Alors c'était un match amical, je vais voir l'entraîneur, je vais voir l'arbitre. Je lui dis écoutez, le joueur il s'est fait insulter, faut qu'on fasse quelque chose, sortez le joueur. Non, on le sort pas, on continue à jouer, on en reparlera après. Non. On ne reparle pas maintenant, le joueur vous le sortez, ou nous on prend nos affaires, on s'en va. L'entraîneur voulait pas sortir le joueur, l'arbitre voulait pas sortir le joueur. J'ai dit à mes joueurs, on y va, on sort. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous des responsabilités à jouer, c'est-à-dire les présidents, les mecs de la FIFA, l'UEFA. Je pense qu'on est encore dans l'hypocrisie où faut peut-être mieux rien dire et accepter les choses comme elles sont et fermer sa gueule et se mettre dans un coin. S'il y a vraiment quelqu'un qui peut changer tout ça, c'est bien l'UEFA et la FIFA. Ils ont la force, ils ont le pouvoir de pouvoir le faire et ils prennent pas leurs responsabilités. Pourquoi, selon toi? C'est la question que je voudrais bien leur poser, justement, parce que j'arrive pas à trouver la réponse moi-même. Quelques milliers d'euros d'amende pour les clubs ou les fédérations. Des tribunes fermées un match ou deux. Pourquoi les sanctions sont-elles si faibles quand le racisme hurle? J'ai demandé un entretien à Gianni Infantino, le patron du football mondial. Tutto bene? Bene, te? Ça va? Perfetto. Voilà. Quelle politique mène la FIFA pour lutter contre le racisme? C'est une bonne question, Olivier, c'est une très bonne question. Et je pense que c'est important, peut-être parfois, effectivement, de clarifier un certain nombre de points, parce que la FIFA fait beaucoup. On travaille avec des organisations contre le racisme, Football Against Racism in Europe, par exemple. On travaille avec beaucoup de légendes comme toi pour pouvoir nous aider à véhiculer ces messages et à éduquer un petit peu. Est-ce que c'est assez? Non. Parce qu'il y a toujours des accidents. Les campagnes contre le racisme, no racisme, sur les pelouses, on se pose la question de savoir est-ce qu'elles sont vraiment efficaces, ces campagnes? Oui. On se dit que non. Même les sanctions financières, elles sont minimes. En ce qui concerne les sanctions qu'il faut prendre, c'est toujours l'éternel débat. Qui est-ce qu'il faut sanctionner? Alors, on a eu des exemples où il y a un match de football, il y a 50 000 personnes, il y a 5 personnes qui font des cris racistes ou qui exposent une banderole, etc. Quelle est la sanction qu'il faut prendre et contre qui? Est-ce que pour 5 personnes sur 50 000, tu vas
reléguer un club en deuxième division, alors déjà tu punis peut-être des joueurs qui n'y sont pour rien. Tu punis 95% des spectateurs qui peut-être, pas seulement n'y sont pour rien, mais montrent leur mépris vis-à-vis de ces gens-là. Alors il faut trouver le bon équilibre, et le bon équilibre, pour moi, c'est oui de sanctionner, avec des sanctions quand même efficaces, mais en plus d'éduquer, de sensibiliser, de parler, d'en parler, et d'exposer aussi ces gens-là. Puis parler avec le club, parler avec la fédération. Ils connaissent leurs supporters. Leur dire, allez les chercher, identifiez-le, s'il y a des racistes, out. Donc là, en fait, c'est pas le rôle de la FIFA, c'est le rôle des fédérations, et des clubs. Exactement. Et nous, on essaye de chapeauter tout ça en leur donnant les conseils qui... Ah, vous prodiguez les conseils. Après, c'est aux clubs ou aux fédérations de les appliquer. Tout à fait. Un an avant la dernière Coupe du Monde, la FIFA a permis aux arbitres d'arrêter définitivement un match en cas d'acte raciste. Cette résolution figure aussi dans les textes de l'UEFA, qui régit les compétitions européennes. La même possibilité existe en France, en Espagne et en Italie. Comment expliquer alors la passivité de l'Italien Gianluca Calvarese, quand Blaise Matuidi vient signaler des cris de singe? L'association italienne des arbitres a refusé de le laisser s'exprimer. Alors j'en ai contacté un qui ne dépend plus d'elle. L'année dernière, Calvarese, lors du match Juve-Cagliari, Matuidi va le voir et lui dit qu'il entend des chants racistes, il entend des insultes racistes. Il n'a rien fait, il n'a pas arrêté le match, et dans son rapport, il n'a rien écrit. Il y a une raison à ça? Ce sont des situations qu'il faut vivre. L'arbitre, souvent, ne se rend pas compte parce qu'il est très concentré sur le terrain. Il y a d'autres personnes prévues pour ça, comme les délégués de la Ligue, qui sont responsables de l'organisation et du bon déroulement du match. Ce sont eux qui doivent soutenir l'arbitre. L'arbitre ne peut pas être le seul à devoir tout entendre et tout voir. Il est fort probable que l'arbitre a entendu ces insultes, au moins en partie. Lui, ce qu'il a retenu, c'est que ce n'était qu'un petit groupe de supporters de Cagliari qui insultait le joueur de la Juventus. Dans le règlement qu'on doit appliquer au stade, l'article 11, qui est celui qui prévoit les sanctions contre les joueurs ou les supporters dans ces situations-là, cet article donne la possibilité aux supporters de se dissocier du groupe auteur d'insultes racistes. Si le reste du stade applaudit le joueur, cela annule de fait l'insulte raciste. La faute de Calvarese a été de ne pas aller voir Matuidi, de le prendre dans ses bras et de lui dire « Reste calme, je suis là pour te protéger ». Mais pas parce que tu es un footballeur noir, mais parce que tu es un footballeur et que tu es discriminé. Là, l'arbitre a manqué d'expérience. Il aurait dû le rassurer avec un geste protecteur et lui dire « Tout va bien, je m'en occupe ». Je crois que dans ces moments-là, il est préférable d'arrêter le match, parce que c'est aussi une façon d'envoyer un message aux jeunes générations, qui, contrairement à notre génération, sont plus habituées à vivre avec des gens issus de l'immigration. Moi, je me souviens que quand j'étais enfant, je n'avais jamais vu une personne de couleur jusqu'à mes 8 ans. Un jour, une petite fille noire est entrée dans ma classe et est venue s'asseoir à côté de moi. Presque personne ne la voulait à ses côtés, et moi j'avais une place de libre à ma table. La maîtresse m'a regardé, comme pour me dire « S'il te plaît, fais-la s'asseoir à côté de toi ». J'étais petit, mais je m'en souviens. Ça a été un moment important pour me faire comprendre l'importance de l'intégration. Blaise Matuidi aurait-il été différemment entendu par un autre arbitre ou dans un autre pays? En Espagne, Víctor Esquinas Torres a dû gérer une crise plus profonde encore. Le ras-le-bol d'un joueur prêt à quitter le terrain.
C'était à Saragosse en 2006. Comment juge-t-il ses pairs aujourd'hui? Il m'a donné rendez-vous à Madrid. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. En Italie, il y a un arbitre italien, c'était le match Juve-Cagliari. Matuidi a été voir l'arbitre, lui a dit « Regardez, on est en train de m'insulter, on est en train de... Entendez, écoutez ». Et l'arbitre, il n'a rien fait. Et dans son rapport, il n'a rien mis. Comment c'est possible? Il a mal réagi. C'est un arbitre qui a eu peur. Si la fédération italienne et le comité d'arbitrage italien a donné cette instruction aux arbitres italiens, c'est de la lâcheté. Aujourd'hui, on peut arrêter un match 4 fois pour l'arbitrage vidéo, mais on ne peut pas l'arrêter une fois parce que 20% du public lance un chant raciste. Pourquoi? Il vaudrait mieux le souligner. Pour une personne raciste, tu ne vas pas arrêter un match, d'accord. Mais si un groupe s'adonne à un chant raciste, que ces personnes soient 20, 40 ou 50 dans un stade de 5000 places, il faut arrêter le match. Racontez-moi ce fameux match en 2006 à Saragosse. On jouait la 76e minute et il y avait 0-0 quand Eto'o se prépare à jouer un corner. Là, on commence à entendre le bruit du singe, du macaque. Ce sont des cris racistes qui sont descendus des travées des supporters de la Romareda. Monsieur Esquinas Torres l'a entendu, il est allé voir le délégué. Samuel Eto'o ne veut plus jouer. C'était pas la première fois que tu entendais des cris de singe à Saragosse. Tu l'avais déjà entendu, mais pourquoi cette fois-ci tu voulais quitter le terrain? Ce n'était pas peut-être la première fois, mais c'était la fois de trop. C'était... Cette fois-là, je me suis dit, mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont en train d'offenser quelqu'un juste, pas par rapport à sa couleur de peau seulement, juste parce qu'il est africain. Et regardez, ça c'est le geste d'Eto'o qui désigne la couleur de peau d'Alvaro et qui dit aux supporters de Saragosse, regardez messieurs, il a la même couleur de peau que moi et vous venez m'insulter. Comment une équipe qui a quand même des Noirs, même si c'était des Brésiliens, ils avaient la peau noire. Les supporters font des cris de singe à un autre qui a la même peau que leur joueur. Mais c'est parce que je suis africain. Et à ce moment-là, vu que des questions se bousculaient dans ma tête, j'ai pris la décision de quitter le stade. Dans des circonstances normales, le règlement dit que si un joueur décide de quitter le terrain de son plein gré, je dois l'expulser. Mais si c'est parce qu'il se sent mal face à un acte raciste, je me dois de le protéger. S'il s'en va, je me dois de partir avec lui. La Ligue de football professionnel espagnole, la Fédération espagnole de football et le syndicat des footballeurs espagnols avaient lancé un protocole quelques mois plus tôt, au printemps 2005. Donc j'essayais de convaincre Eto'o de me laisser appliquer le protocole. Je lui disais, on va arrêter le match, prévenir le public par haut-parleur qu'il faut que ces chants s'arrêtent. Et si tout se calme, alors nous pourrons continuer le match. Il aurait dû sortir, il aurait dû être suivi par les joueurs. Mais il faut beaucoup de courage. C'est de la solidarité. C'est pas du courage, c'est de la solidarité. À partir du moment où le mec il sort et que les autres joueurs ils disent moi je sors avec lui, mais que tu sois noir ou blanc, tu dis non, moi je sors parce que je suis contre ce que j'entends, et que tous les joueurs sortent, bah, je te garantis
qu'on ne sera pas là aujourd'hui. Le grand frère Patrick a peut-être raison. Mais je pense que l'idée de Franck Rashkad était la meilleure à cet instant-là. Franck, il vient vers moi et il me dit « Samuel, qui est le meilleur joueur de mon équipe ?» J'ai dit « Moi, rentre sur l'aire de jeu et montre à toutes ces personnes pourquoi elles ont acheté leur ticket. C'est pour venir voir le meilleur. On sait qui fait quoi dans cette équipe. Et c'est toi. Et tu es africain. » Et je fais demi-tour. Mais Olivier, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Et attention parce que là il va avoir envie, Eto'o, du coup. Il va avoir envie de venir marquer. Le corner de Ronaldinho a suivi le ballon derrière, la reprise de volée. La barre transversale. Ça sera un penalty. C'est Ronaldinho qui tire ce penalty. Et toute la tribune à cet instant imite le cri du singe. Comme Ronaldinho est noir aussi, ce sont les mêmes insultes venues de toute la tribune. Tout ça, je l'ai écrit dans mon rapport. Quand tu vois les cris de singe, tout ce qui se passe dans les stades, il n'y a aucune sanction. La mesure forte pour toi, ça serait que tous les Noirs... Les joueurs de couleur, disent on ne joue pas. Tu penses que ça serait efficace? Quoi? Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire, il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu verras que ces patrons-là mettront la pression à ces instances qui dirigent le football mondial et beaucoup de choses vont changer. Pourquoi, à l'époque, après le match, tu sensibilises pas tout le monde? Déjà, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. J'ai essayé de prendre certains à cette époque qui avaient une certaine carrière pour qu'ensemble, on essaye un peu... Commencer à fédérer. Mais vous trouvez toujours ce petit nègre de maison qui vient vous faire la morale. Dire, c'était pas quand même exagéré. Juste parce qu'il veut plaire aux autres. C'est ça le problème. Il faut comprendre qu'en Espagne, comme probablement dans d'autres pays latins, on est tous les Espagnols, avec deux fantasmes à l'intérieur de nous que très peu arrivent à dominer. Le premier, c'est le machisme. L'insulte numéro 1 qu'un Espagnol apprend quand il naît, c'est « fils de pute ». Fils de pute, c'est une insulte machiste. Ensuite, quand on veut insulter un noir, c'est nègre de merde. Quand on veut insulter un Sud-Américain, c'est sauvage de merde. Et quand on veut insulter un Maghrébin, c'est arabe de merde. Nous naissons tous avec ces fantômes intérieurs du machisme et du racisme. Et il faut lutter contre eux. Tous les jours, nous devons lutter contre ça parce que ces comportements sont évidemment intolérables. Ces démons font-ils de l'Espagne et de l'Italie des pays plus racistes que les autres? En 2018, plus de 250 actes de racisme ont gangréné le football anglais. Il y a 35 ans, l'histoire du premier joueur noir de Chelsea, Paul Canoville, apportait déjà une réponse. L'intolérance n'est l'apanage d'aucune culture. Elle n'est pas plus latine qu'anglo-saxonne. I was 21 years old, 1 month and 1 week old, and about to represent my club in the second division of the Football League for the first time, against Crystal Palace. And supporters were baying, hooting and mocking me with monkey noises and throwing bananas at me from the stand. I was on for 3 minutes, and it seemed like the longest torture of my entire life.
Salut Olivier, comment ça va? Bien et toi? Ravi de te rencontrer. On va marcher un peu. Il fait beau. Alors, comment tu vas? Ça va, tranquille. Et toi? Pas trop mal. Toi, t'as l'air en forme. Non, je suis gros, tu rigoles ou quoi? Ça nous fait un point commun. Mais je suis plus jeune que toi. Je sais. Quand est-ce que t'as arrêté de jouer? Il y a longtemps, 8 ans. Tu étais le premier joueur noir à jouer pour Chelsea. Tu peux me raconter ton expérience? Ça a été très difficile. J'étais un jeune de 20 ans qui voulait juste devenir footballeur professionnel. Pour mes débuts, contre Crystal Palace, j'étais remplaçant. Et c'est quand je suis allé m'échauffer que ça m'a frappé de plein fouet. Nègre, singe, rentre chez toi. Je me suis tourné et c'est là que ça m'a le plus choqué. J'ai vu que c'était mes propres supporters. J'étais tellement abasourdi que je voulais plus rentrer sur le terrain.